BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver. Comme tous les jours, on est ensemble jusqu'à 15h30. On va parler d'actu, du contexte sécuritaire pour les patrons crypto, mais aussi de la bonne forme du secteur. C'est le moment des transformations récentes. On a beaucoup de sujets comme dans chaque émission. Avec mes invités, Alexandre Sachenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Bonjour Alexandre, ravi de vous retrouver. Cyril Sabag est également avec nous, président et cofondateur du Mélanion Digital. Bonjour Cyril. Bonjour Sandra. Et à distance, nous aurons tout à l'heure Jean-Marie Mognetti, cofondateur et directeur de CoinShares, qui a publié ses résultats pour le premier trimestre. Résultats qui s'arrêtent à fin mars. On y reviendra en fin d'émission. Vous réagissez, vous nous posez aussi toutes vos questions sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Soyez les bienvenus. BFM Crypto, le club, c'est parti. Alexandre, on va parler de ce contexte, cette nouvelle tentative d'enlèvement qui a eu lieu hier en pleine rue à Paris, la fille d'un entrepreneur crypto visé. Le problème dont on parle régulièrement sur ce plateau, c'est que ça se multiplie réellement. Il y a eu 5 ou 6 tentatives depuis le début de l'année et ça a vraiment explosé depuis 2024 en fait. Oui, alors surtout on en est à la deuxième en 2 semaines. Ouais. Alors, du point de vue de Paymium, nous, on ne fera pas de commentaires particuliers sur l'affaire en cours, puisqu'il y a eu une enquête. En revanche, effectivement, sur le fond, je pense qu'on peut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a, comme j'ai déjà dit par le passé, une part de la responsabilité. Je ne peux pas évidemment donner toute la responsabilité, mais je pense qu'il faut se poser des questions quand même sur le traitement du sujet, d'un point de vue médiatique et politique. Oui. Ou lorsque l'on aborde le sujet crypto en dehors des médias spécialisés, enfin, comme ici ou dans d'autres émissions, souvent c'est soit pour parler de richesse supposée, richesse rapide, parfois mal acquise, où on essaye de stimuler des fantasmes sur le fait qu'on peut devenir riche rapidement. Et finalement, il y a guère que les acteurs de Bitcoin pour répéter à chaque fois que c'est bien plus une question de fondamentaux, de technologie, de rupture monétaire et géopolitique que de l'argent facile. On achète sa liberté plus que de l'argent facile avec Bitcoin. Mais c'est un fantasme qui est quand même très largement véhiculé dans les médias et qui ne correspond même pas à la réalité d'ailleurs sociologique des détenteurs de crypto qui sont majoritairement des jeunes à revenus modestes. Et donc il faut aussi arrêter d'avoir ce traitement de l'information. Et évidemment, quand cette richesse supposée elle est cumulée à un deuxième fantasme qui est largement répandu, celui de la criminalité, que ce serait de l'argent facile, que ce serait l'argent des criminels par excellence, que ce serait intraçable. Rappelons que dans chacune de ces affaires, elles ont toutes échoué. Soit a posteriori, c'est-à-dire que la rançon n'a pas été donnée, soit qu'elle a été donnée mais tracée puis gelée, soit que l'enlèvement a raté. Et que donc du coup, non, c'est loin d'être l'argent des terroristes, des criminels, et que les données nous disent aussi l'inverse. Donc, sans parler de certains politiques qui, évidemment, mettent de l'huile sur le feu parce que ce genre de discours les arrange. Donc, il y a cette responsabilité-là. Je pense que... Alors, ce n'est pas le seul sujet, on pourra parler d'autres sujets, mais je pense qu'à un moment donné, il faut dire aussi ça suffit par rapport au traitement médiatique. Alors, sans parler de Paymium, l'Institut national de Bitcoin, dont je suis président, a aussi commencé à saisir l'ARCOM sur un certain nombre de séquences médiatiques parce qu'on ne peut plus laisser ce genre de propos se répandre qui mettent en danger, en fait, tout simplement la vie des gens. Le traitement politique aussi, vous en parliez. Bruno Retailleau va recevoir les patrons des cryptos. Ce sera vendredi matin. Qu'est-ce que vous espérez de cette réunion? Est-ce qu'il peut ressortir quelque chose? Est-ce que pour vous, ne serait-ce que c'est un signe de la prise finalement en considération de la situation? C'est un peu des deux. Effectivement, on remercie les pouvoirs publics de prêter attention au sujet et de discuter avec les entreprises du secteur. Maintenant, on va être vigilant. Il ne s'agit pas de nous convoquer pour qu'on ait conscience des risques, comme ça a pu être dit, parce qu'on a conscience des risques, déjà. Mais c'est plutôt pour avoir un dialogue sur la nécessité que ça ne se reproduise pas, qu'il y ait des mesures de sécurité qui soient mises en place pour les entrepreneurs du secteur, pour les collaborateurs d'un certain nombre d'entreprises. Évidemment, on ne peut pas mettre de sécurité rapprochée sur l'intégralité des détenteurs de crypto en France, ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, il y a des gens qui sont devenus des cibles malgré elles et sur lesquels il faudrait qu'effectivement le pouvoir public agisse. Donc on espère qu'on pourra avoir une discussion en ce sens pour clarifier des bonnes pratiques de sécurité et le faire dans les deux sens, parce que l'écosystème a des choses évidemment à dire en termes de bonnes pratiques, et tout comme l'écosystème a des choses à recevoir en termes de pratiques de sécurité physique, sur lequel le ministère de l'Intérieur évidemment est très bien positionné. Donc on attend cette discussion avec impatience.
mais on va être assez vigilant pour que ce ne soit pas juste un exercice de communication sur un secteur qui a le vent en poupe. On parlait hier dans cette émission de la loi contre le narcotrafic, de la Travel Rule, qui sont censées être des lois qui protègent. La loi contre le narcotrafic est censée lutter contre le blanchiment. Ce que disent beaucoup de pros du secteur, c'est que cette loi, elle est dangereuse pour les détenteurs. Pourquoi ? Réexpliquez-nous pourquoi. C'est le deuxième point, effectivement, qu'on estime absolument majeur. Sans parler de l'affaire en cours, encore une fois, c'est plus une question de fond et qui va se poser de plus en plus au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. C'est la question de tout simplement l'incompatibilité de cette fuite en avant réglementaire que nous avons en place en Europe, dans laquelle, en gros, tous les 6 mois, tous les ans, on essaye de durcir les contrôles et de renforcer la surveillance. Et en même temps, la tentative ou la nécessité, entre guillemets, de protéger les données personnelles des gens, puisque ces données personnelles, via la confidentialité, la vie privée, l'anonymat, c'est le dernier moyen de protection individuelle qui est à disposition du citoyen moyen. Comme je le disais, le citoyen moyen, il ne va pas attendre que le ministère de l'Intérieur mette une sécurité rapprochée derrière tout le monde. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités de réduire le risque personnel. Donc ça veut dire la discrétion, majoritairement. Ça veut dire ne pas nécessairement communiquer sur ses avoirs, ça ne veut pas dire show-off sur Internet, c'est la discrétion. Mais comment on fait quand la discrétion est criminalisée ? Parce que c'est de ça dont on parle. La discrétion est criminalisée. Parce que cette loi, elle met fin à l'anonymisation, notamment les systèmes d'anonymisation. Certaines de ces réglementations disent on va forcer toutes les entreprises à collecter toutes les données personnelles, y compris sans seuil. Dès qu'on fait 1 euro de transaction, qui êtes-vous ? Pourquoi faites-vous ça ? Papier d'identité, etc., etc. Ce qui est évidemment une collecte massive et disproportionnée de données. Comme je le disais, le contexte, c'est qu'on a une fuite de données par semaine, voire plus. Oui. Donc, ce n'est plus une question de si, mais de quand. Ces données seront dehors. Je rajoute par-dessus ça l'intelligence artificielle. On voit assez bien où est-ce que ça peut nous mener. D'autant que dans le cadre des cryptos, on a aussi parfois des adresses qui sont personnelles, qui ne sont même pas des comptes chez un tiers, qui sont des adresses personnelles que la réglementation demande de tracer également. Donc, c'est d'autant plus dangereux que lier une adresse personnelle que tout le monde peut lire, sur laquelle on peut voir le solde, c'est-à-dire la richesse d'une personne, et mettre en face l'adresse physique, on est en train de constituer un registre géant à la disposition de criminels qui vont pouvoir se faire un plaisir de piocher dedans. Mais pour la loi narcotrafic, effectivement, qui est plus spécifique au cas français, puisque la France est toujours en avance sur ce genre de sujet, malheureusement, on est effectivement en train de criminaliser, parce qu'on a étendu la présomption de culpabilité, ce qui devrait, ne serait-ce que déjà tous nous interpeller dans le cadre d'un état de droit, oui, à l'utilisation de dispositifs de confidentialité dans le cadre des cryptos. Donc en gros, si on utilise de la crypto et qu'on essaye de se protéger physiquement, des choses qui peuvent arriver maintenant régulièrement, malheureusement, eh bien on est hors la loi. Et donc on est dans une situation où je pense que le débat de fond qui doit être posé, au-delà des affaires en cours et terminées, c'est qu'il y a une collision majeure, qui ne concerne d'ailleurs pas que la crypto, entre la nécessité de la protection des données personnelles, qui est une nécessité absolue d'un point de vue de la protection physique des gens, et cette fuite en avant réglementaire où tous les ans on empile une surveillance qui est de plus en plus inquiétante. Moi j'ai utilisé le terme de criminel, je le réutilise ici, je pense que ces réglementations sont criminelles. Est-ce que, quel est votre avis, vous Cyril ? Vous travaillez sur les cryptos, évidemment, vous êtes cofondateur de Millennium Digital, qui fait de la trésor, qui fait de la gestion d'actifs, qui fait du développement de solutions de minage. Vous êtes complètement un acteur de ça. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette ambiance de criminalité ? Bon, déjà, je souscris complètement à ce que vient de dire Alexandre, à 100%. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la France ? Finalement, parce que des patrons crypto, il y en a dans le monde entier. Donc, il y a un sujet un peu plus large. C'est pourquoi en France ? Alors, est-ce que c'est le traitement médiatique ? Est-ce que c'est un sujet de protection des données ? Est-ce que c'est un sujet de sécurité ? Peut-être pas suffisamment importante. Voilà. Donc, moi, je préfère, on va dire, poser des questions et se demander pourquoi, en fait, ça intervient chez nous en France et pas dans d'autres pays où il y a plein de patrons crypto. Oui. Voilà, donc c'est peut-être plutôt cette réflexion qui doit, selon moi, avoir lieu en haut lieu sur ce sujet. C'est une bonne question, cela dit, Alexandre. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire là, dans l'immédiat, pour davantage assurer la sécurité des patrons français ?
Il y a tout un volet lié aux différentes choses que j'ai pu dire. Donc, je pense que, le plus facile, entre guillemets, c'est d'améliorer le traitement médiatique de la chose. Pemium vient de sortir une déclaration là dans les précédentes minutes. On réitère que l'écosystème, en règle générale, et Pemium y compris, on se tient à disposition de tous les journalistes qui veulent s'éduquer sur le sujet. Et on l'a été toutes ces dernières années. On a rarement refusé des échanges avec des journalistes, avec ceux qui souhaitent comprendre et qui, évidemment, ne sont pas dans un appel en coup de vent pour avoir un commentaire en 1 minute sur un sentiment. Donc ça, on le réitère, en fait. C'est peut-être le moment, effectivement, d'avoir cette éducation à ce sujet-là, qui monte, qui devient important dans la société, qui a contribué aux élections américaines, qui est un sujet qui vient sur le devant de la table. Donc c'est peut-être intéressant maintenant d'avoir un avis éclairé sur le sujet. Sur la partie réglementaire, Pemium, ce qu'on pense, c'est que il faut, sur les réglementations dont j'ai parlé, donc à minima, TFR, le package anti-blanchiment 6 qui a été voté l'an dernier et la loi narcotrafic, évidemment, en France, qu'il faut un moratoire. Pas un moratoire simplement pour juste appeler un moratoire, pour respecter la loi, pour que ces lois respectent le processus démocratique dans lequel elles doivent subir des analyses d'impact, des analyses de conformité avec les libertés fondamentales, qui sont, encore une fois, légales et qui n'ont pas été effectuées, en particulier pour les règlements européens, parce que comme c'est un sujet hystérisant, on se permet d'outrepasser un certain nombre de choses. Donc il faudrait faire ce moratoire jusqu'à faire cette analyse pour vérifier qu'elles sont bien nécessaires, ces lois, si elles ne sont pas en contradiction avec notamment le RGPD, je l'ai mentionné tout à l'heure, et clarifier cette situation. Et après, il y a tout ce qui relève de la sécurité. La sécurité, c'est, comme je l'ai dit, les bonnes pratiques à titre individuel, la discrétion, les multisignatures, etc., etc. Et je pense qu'il y a aussi un volet public avec les autorités qu'on va discuter cette semaine, en fin de semaine. Je voudrais la réaction de Jean-Marie Mognetti, il est cofondateur et CEO de CoinShares. Vous êtes en direct avec nous, à distance. Donc, vous écoutez ce qui vient de se dire sur ce plateau. Jean-Marie, votre sentiment par rapport à cela, comment on peut mieux protéger peut-être les patrons de crypto français, et est-ce que la législation, finalement, les met davantage en danger qu'elle ne les protège ? J'ai écouté avec attention tout ce qu'a pu dire sur le plateau. Je trouve que le débat est très franco-français finalement, et on dit que c'est la France, mais c'est pas que la France en fait. Si on est focusé sur la France parce que les médias parlent beaucoup de la France, mais vous avez les mêmes problèmes de sécurité à Londres, vous avez les mêmes problèmes de sécurité en Allemagne, vous avez les mêmes problèmes de sécurité à Hong Kong. Alors évidemment, sauf quelques petits paradis comme Dubaï ou Singapour où tout se passe miraculeusement bien d'un point de vue de la sécurité. La sécurité est un sujet partout, même aux États-Unis. Et donc, ce n'est pas un sujet nouveau. C'est un sujet qui semble être découvert en France, que la crypto pouvait attirer de mauvaises intentions. Il faut juste rester prudent et rester vigilant. C'est un problème de complaisance aussi par rapport à des niveaux de sécurité à maintenir. Et on voit ça de plus en plus apparaître en France, mais c'est absolument pas nouveau sur la scène internationale. Vous êtes donc cofondateur et CEO de CoinShares, qui est une société d'investissement spécialisée dans les actifs numériques. Vous avez publié vos résultats. Je vais aller sur la partie business de la crypto. C'est aussi la mission de cette émission. Vous avez publié ces résultats pour le premier trimestre qui s'arrête à la fin du mois de mars. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier trimestre ? On note que le marché a été difficile sur le Bitcoin et l'Ether, notamment. C'est un marché qui a été difficile, c'est un marché qui subit les volatilités de ce marché. Il faut quand même noter que la volatilité des assets est à un point bas historique. Donc, entre guillemets, cette volatilité des revenus semble s'amoindrir. Maintenant, d'un point de vue CoinShares pur et dur, les résultats sont très très solides et augurent de bonnes choses pour le futur. Donc, on continue gentiment à construire ce qu'on construit, et on le fait de manière très très focus et très très précise. Donc on continue l'exécution de ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite de 2025 ? En termes de prix, en termes de résultats, en termes de stratégie. En termes de stratégie, on a annoncé que la première chose qu'on a annoncé, c'est que on était en train de préparer le déménagement de notre listing de Suède vers les États-Unis, avec un gros focus sur les États-Unis. Donc il y a tout un shift de notre stratégie qui est très très européenne pour commencer, et qui est devenue américaine l'année dernière, qui va continuer à s'accélérer. Et ça se manifeste notamment par un changement d'unité de compte, où on est passé
unités de compte en sterling à une unité de compte en US dollars à partir du 1er janvier 2025. C'est ce qui se passe de positif aux États-Unis qui vous y emmène. On rappelle que c'est le marché le plus important sur les actifs numériques. Ou c'est MiCA en Europe qui vous y pousse? Non, MiCA en Europe, on est très content avec MiCA. De toute façon, CoinShares est régulé depuis, je pense, 2021 en France par l'AMF en tant que société d'investissement. Donc MiCA est un add-on qu'on rajoute à notre licence, donc c'est pas un gros problème pour nous, MiCA. Ce qui nous pousse aux États-Unis, c'est une promesse qu'on a fait au marché dès 2021 quand on s'est listé en Suède, en disant que la Suède n'était qu'une étape sur le chemin des États-Unis. Et donc, on continue notre journée, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Les 5 premiers mois de Donald Trump ont finalement réussi leurs promesses, tenu leurs promesses, ou c'est un peu plus mitigé que ce que vous pensiez cette centaine de premiers jours de la... Vous savez, nous, on est une entreprise, avant tout, on cherche à faire du business, donc on ne fait pas trop de politique. Maintenant, c'est politique, la crypto, quand même. Le positionnement de Donald Trump n'est absolument pas... négligeable par rapport à des avancées qui ont été faites. Les avancées avaient commencé déjà bien en amont dès 2024, notamment avec la pression que BlackRock a mis pour faire avancer les choses sur le dossier d'investissement. Évidemment, les choses se sont un petit peu accélérées, on va dire, de ce côté-là, avec un président qui a, on va dire, un intérêt certain pour les cryptos en général et pour les thématiques d'investissement de ce type. Vous restez en ligne avec nous, Jean-Marie Mognetti. On est aussi avec Cyril Sabag, on l'a dit, de Mélanion Digital. Rappelez-nous en 3 mots, ce que je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais ce que fait Mélanion Digital, Cyril? Alors, Mélanion Digital, c'est une société centrée sur le Bitcoin, avec 3 piliers, une trésorerie en Bitcoin, sur laquelle on ajoute des stratégies d'arbitrage pour faire mieux, pour surperformer le Bitcoin. Deuxième pilier de la gestion d'actifs, avec de la structuration de véhicules pour une clientèle qualifiée et professionnelle. Et troisièmement, une solution logicielle de mining synthétique. Voilà. On parle souvent dans cette émission, notamment ces dernières semaines, mais le monde institutionnel ouvre ses portes à l'industrie crypto. On a l'impression qu'il y a des nouveautés finalement quasiment tous les jours depuis quelques mois, Cyril. Oui, je dirais que ça a démarré un petit peu en février-mars avec la levée des sanctions de la SEC contre de très gros acteurs comme Kraken, Coinbase ou Consensus. Et ensuite, dans la foulée, on a eu des belles opérations, on va dire, d'institutionnalisation entre la finance traditionnelle et la partie crypto. Très récemment, le 8 mai, il y a eu le rachat de Deribit par Coinbase. C'est un très gros deal, 2,9 milliards de dollars. Donc une volonté de Coinbase, on va dire la plus institutionnelle des plateformes crypto, dans le sens où elle est listée en bourse, un peu comme CoinShares, et la volonté de venir sur les dérivés sur crypto. Donc il y a eu ça. Et puis fin mars, on a eu également le rachat de NinjaTrader, qui est une plateforme de trading aux États-Unis de la finance traditionnelle, par Kraken. Donc là, c'est particulièrement marquant de voir que c'est un acteur crypto qui est venu manger un acteur de la finance traditionnelle. Donc un bon signe, d'ailleurs. C'est plutôt un bon signe. Et puis voilà, donc une institutionnalisation et une ouverture réglementaire qui est venue en particulier aux États-Unis, enfin avec Trump, qui on le sait est très cryptophile. Et puis là, dans les mois qui vont suivre, normalement au second semestre, on aura l'IPO de Circle. Donc qui, je dirais, après Coinbase et hors les mineurs, est la deuxième très grosse IPO dans le secteur crypto. C'est intéressant, Alexandre, effectivement, c'est la multiplication de ces fusions-acquisitions, la multiplication des IPO. Ça dit quoi du secteur crypto aujourd'hui ? Ça dit une confirmation de la tendance qui était déjà amorcée avant, c'est-à-dire que la respectabilité commence à se faire ressentir. Donc ça veut dire que certains acteurs de la finance traditionnelle rentrent dedans, mais ça veut dire aussi dans l'autre sens que des acteurs crypto sont en train de devenir suffisamment gros pour venir concurrencer, avaler parfois un certain nombre d'acteurs pour aller sur ce terrain-là. Donc effectivement, on pense maintenant on a dit Coinbase qui aussi propose son livret qu'elle avait déjà proposé il y a quelques années avant d'être retoqué par la SEC et qui maintenant bénéficie d'un environnement plus favorable pour le faire. À l'inverse, on voit qu'il y a des acteurs du paiement qui commencent à mettre les bouchées doubles, notamment sur les stablecoins, qui sont souvent des sujets qui sont
sur les stablecoins, par exemple, qui sont assez sous-estimés quand on sort de la sphère crypto. Beaucoup de gens, pour eux, les stablecoins, bon, c'est encore une énième crypto, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est en train d'exploser, ça y est. Exactement, on a compris, là, en vrai, rappelons aux auditeurs que les volumes de stablecoins dépassent ceux de Visa. Ouais. Donc, en fait, Visa est moins utilisé que les stablecoins. On n'est plus sur un truc de niche, on est un truc qui est très utilisé à l'échelle internationale. Et donc, tous les acteurs du paiement, ils voient bien que s'ils ne veulent pas être court-circuités par ce virage technologique, il faut qu'ils rentrent sur le domaine. Et vice-versa, il faut que les acteurs des stablecoins se disent comment on ne se fait pas manger par ces anciens acteurs qui, eux, sont des mastodontes et donc vont arriver forcément avec une expérience, une réduction de leur coût de structure, etc., etc. Et puis sur les stablecoins, en plus, il y a ce côté où ça devient politique, puisqu'il y a ce sujet entre l'Europe qui est arc-boutée sur son euro numérique, qui va encore être accéléré, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de demande, personne n'en veut, ni les banques, ni voilà. Et en face, on a une stratégie qui devient quasiment publique de diffusion de la dette américaine à travers les stablecoins pour dollariser l'entièreté de la planète. Et donc on se retrouve avec cette situation cocasse où la Banque Centrale Européenne répète toutes les semaines on a besoin de défendre notre souveraineté des paiements, dont elle n'avait pas grand-chose à faire depuis 20 ans, mais enfin c'est un autre débat, au moment même où les gens qui sont dans la crypto savent déjà que l'Europe est en train de se dollariser. Et donc on ne comprend pas bien, parce que si jamais elle avait vraiment voulu défendre la souveraineté des paiements en Europe, déjà on aurait eu d'autres choses hors crypto il y a une dizaine d'années, mais encore une fois c'est un autre débat, mais on aurait aussi surtout eu une appropriation du sujet des stablecoins. Or, je termine là-dessus, mais rappelons que depuis MiCA, le sujet des stablecoins en Europe, il est quasiment fermé, puisque soit vous n'avez pas de succès, vous fermez, soit vous en avez un, et la BCE a un droit de veto sur votre projet. Si jamais elle ne l'aime pas, elle peut fermer votre entreprise. Il y en a 2 adossés à l'euro, c'est ça ? Il y en a plusieurs, mais il y a, sur Premium, il y a l'Euro CV, par exemple, de Société Générale. De Forge, de Société Générale Forge. Mais il y en a d'autres, celui de Circle, Euroc, etc. Il y en a des algorithmiques, il y en a des centralisés. Mais en termes de masse, 99% des stablecoins sont libellés en dollars. Donc il reste moins d'1% qui est libellé en euros, parce qu'il n'y a pas que l'euro derrière. Il y a aussi d'autres stablecoins dans d'autres cryptos. Donc en fait, on est un nain. Et on a raté, parce qu'évidemment, les stablecoins, c'est de l'effet de réseau. Donc une fois que vous avez 99% qui est sur le dollar, vous n'avez pas ce côté l'Europe revient, vous avez ce côté l'Europe se dollarise, parce que sur les plateformes d'échange, on compte en dollars. Cyril, on parlait là beaucoup des IPO, des opérations de fusion-acquisition, mais vous nous parliez de ça aux États-Unis. Justement, qu'est-ce qui se passe en France ? Est-ce qu'on suit un peu le mouvement ? Alors en France, on suit un petit peu. Bon, il y a eu une volonté de la BPI fin mars, de créer un fonds autour des entreprises et des startups sur la blockchain et les actifs numériques, donc doté de 25 millions d'euros, donc c'est positif. Après, on a entendu aussi, à peu près à la même période, Clara Chapaz, donc, qui est la ministre déléguée à l'intelligence artificielle et au numérique, évoquer potentiellement pour EDF une utilisation du surplus de l'énergie nucléaire pour le mining de Bitcoin. Donc, on va dire ça frétille un petit peu aussi en France, doucement. Mais oui, le mouvement est tellement fort globalement qu'on doit avoir des choses en France aussi. Oui, Alexandre, avant d'interroger Jean-Marie. Je pense qu'en France, on ne va pas avoir la même nature de concentration, ce à quoi il faut s'attendre. Et je pense que on s'y attend depuis un certain temps, et on a déjà vu quelques exemples avec Robinhood qui a racheté Bitstamp. Il y a eu aussi des achats en France. Il y a Bull Bitcoin notamment qui avait racheté une société française. C'est que plus on va se rapprocher de la date limite de validité de l'enregistrement PSAN, parce qu'il y a une clause qui permet d'opérer pendant encore 18 mois après l'entrée en vigueur de MiCA, donc qui était en janvier. Plus on va se rapprocher de cette date limite, plus une quantité, à mon sens, je pense, une quantité très importante d'acteurs français vont soit mourir, soit être acquis par des sociétés étrangères qui auront envie de pouvoir faire ce levier réglementaire. Un mouvement de concentration dû à cette réglementation. Jean-Marie, quelle est votre réaction à ce que vous venez d'entendre ? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concentration qui se passe aux États-Unis. Nous, on avait une théorie chez CoinShares qui a été annoncée il y a 36 mois annoncée il y a 12 mois que d'ici 36 mois, il y aurait beaucoup de deals M&A qui s'accéléreraient, notamment parce qu'il y a une recrudescence des acteurs, donc il y a un peu de concentration qui se passe. Donc on était très très positif par rapport à ça. La raison pour laquelle ça vient des États-Unis, c'est que pour pouvoir faire du M&A, il faut un intégrateur, et que malheureusement on n'a pas d'intégrateur européen. Et donc que Coinbase peut se permettre de faire ça avec des stocks, que Robinhood peut se permettre de faire ça avec des stocks. Kraken, c'est un deal un tout petit peu plus un peu moins important, donc c'était plus facile à faire. Et puis
NinjaTrader c'était un peu plus établi, un peu moins en vogue ces derniers temps. Donc c'était un tout petit peu plus facile, mais c'est vrai que sans un stock listé, c'est toujours un peu plus compliqué d'accéder au marché en général pour lever du cash, de la dette ou quoi que ce soit. Donc on n'a pas vraiment ça en Europe. On n'a pas un acteur européen listé en Europe de la taille de Coinbase ou de Robinhood pour jouer cet intégrateur sur les infrastructures. Et donc nous, ce qu'on voit surtout chez CoinShares, c'est que le même phénomène va se produire sur l'asset management. Donc ce qu'on voit aujourd'hui sur l'infrastructure va à moyen terme arriver aussi sur les thématiques d'investissement en général. Est-ce que vous aviez prévu cette hybridation et cette transformation du secteur qu'on observe ces dernières semaines, Jean-Marie ? On l'a écrit même. On ne l'a pas prévu, on l'a même écrit. La théorie de l'hybridation du secteur est quelque chose qu'on a publié via notre recherche et notamment à travers nos earning calls sur les 2-3 dernières années à multiples reprises. Donc on n'est pas trop surpris. On pensait que les banques seraient plus rapides à step in, mais elles ont préféré faire des solutions où elles réinventent tout en interne, ce qui est aussi une manière de prendre connaissance des choses. Et finalement, on voit des acteurs un peu plus actifs comme Robinhood qui se disent on va accélérer et prendre le leadership. Le point intéressant qui n'a pas été mentionné par les invités sur le plateau, c'est notamment le fait que beaucoup des acteurs crypto aussi maintenant sont en train d'appliquer pour des licences bancaires aux États-Unis. Donc Coinbase est en train de devenir une banque, Circle est en train de devenir une banque, en tout cas en train d'essayer d'appliquer, Paxos aussi. Donc il y a un nombre d'acteurs qui aujourd'hui appliquent pour avoir des licences bancaires et finalement se dire nous aussi on peut devenir une banque. Et la compétition n'a pas besoin de se faire que dans un sens, ça peut se faire des deux côtés. Et gagner en respectabilité, comme disait tout à l'heure Alexandre Stashchenko. Merci beaucoup, messieurs, pour ces informations passionnantes. Alexandre, directeur de la stratégie chez Paymium. Cyril Sabac, président et cofondateur de Mélanion Digital. Et Jean-Marie Mognetti, cofondateur et directeur général de CoinShares. Merci d'avoir été avec nous à distance pendant cette émission. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.